Donc je disais dans cette introduction qui, comme toutes les introductions, tente de répondre simplement à la question posée par le sujet, hein. Ici, la question, c'est pourquoi on doit s'intéresser à la fiscalité? Sous-entendu, bien sûr, pour d'autres raisons que les notes de contrôle continu et de partiel. Ceci étant, les notes sont dans l'immédiat une motivation honorable. Oui, je reviens, donc je disais que l'impôt est au cœur de nombreux débats et je rajoutais qu'il est de plus en plus au cœur de ces débats. Et ça, c'est un phénomène sans doute relativement nouveau. Je vais essayer de m'expliquer avec un tout petit retour en arrière. Quand je dis que c'est nouveau, à mon avis, c'est pas un sujet enfin, l'implication de plus en plus grande de la fiscalité telle qu'on la connaît à l'heure actuelle dans les débats politiques, socio-économiques, c'est à mon avis un sujet qui remonte pas au-delà de 75, au-delà de 73. Pourquoi? En fait, on a en octobre 73 une nouvelle guerre entre Israël et les pays arabes qui attaquent donc Israël lors des fêtes du Yom Kippour en octobre 73 et qui, pour faire pression les pays arabes sur les pays occidentaux, euh, alliés traditionnels d'Israël au Moyen-Orient, ont utilisé ce qu'on appelait à l'époque l'arme du pétrole, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté considérablement le prix du pétrole, notamment les monarchies du Golfe et les autres pays type Irak qui avaient du pétrole avant. Donc ça déclenche un choc qu'on appelle le choc pétrolier à l'époque. Et il va y avoir toute une série de répercussions économiques, et en particulier le commencement de la période qu'on connaît à l'heure actuelle encore de chômage de masse, hein, qui commence en 1974, 75. Pour donner une idée hein, de ce chômage, lorsqu'a été créée l'Agence nationale pour l'emploi, donc en 1967 par Jacques Chirac, qui était sous-secrétaire d'État à l'emploi au gouvernement de Georges Pompidou de l'époque, le nombre de chômeurs était de 300 000 en France. Donc il a largement augmenté depuis. Et donc on est dans une situation de chômage de masse. Et ça conduit, je reviens donc en arrière, ça conduit à partir de 1975 une situation où les recettes de l'État en France, et en particulier les recettes fiscales hein, liées aux impôts, n'ont plus suffi à couvrir les dépenses de l'État, tout simplement. Et plutôt que de diminuer les dépenses ou d'augmenter les impôts, ce qui risquait de diminuer encore plus la consommation et de freiner l'économie, puisqu'on avait une inflation importée par l'augmentation du prix de l'énergie. Donc on allait avoir cette inflation faisait que les gens consommaient un peu moins, etc. Et surtout consommaient des produits importés. Donc il y avait tout un enchaînement de situations qui a fait que le gouvernement de l'époque et les suivants, hein, jusqu'à maintenant, ont choisi ou ont été contraints de s'endetter pour couvrir les déficits budgétaires nouveaux à l'époque. Alors le problème, c'est que la dette s'accroît, hein, comme vous le savez. Elle a atteint 100% du produit intérieur brut en 2014, c'est-à-dire environ 2000 milliards d'euros. Et que cette dette a généré à son tour, ou génère à son tour, un besoin à terme d'augmenter les impôts pour la rembourser, cette dette. Et surtout, à court terme, le besoin de payer les intérêts des emprunts. En 2014, par exemple, on était à 46 milliards par an d'intérêts d'emprunt, donc de loyer de l'argent emprunté sur les 2000 milliards de dettes. On devait 46 milliards d'intérêts à différents prêteurs, intérieurs ou le plus souvent extérieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que 46 milliards d'euros, même à l'heure actuelle, en 2014 c'était le cas, c'est l'équivalent à peu près du budget de l'éducation nationale au sens strict, c'est-à-dire de enseignement primaire et secondaire. Et puis on a 27 ou 29 milliards d'euros pour l'enseignement supérieur. Donc 46 milliards d'euros, c'est autant, voire plus que le budget de l'éducation nationale, et presque le double du budget de la défense quand même. Bon,
Aujourd'hui, les taux d'intérêt ont certes baissé, mais on doit être quand même aux alentours de 38 milliards d'euros d'intérêt à verser par année, ce qui demeure considérable. Alors, par parenthèse, à propos des liens entre la dette et les impôts, il y a un autre type de lien que ceux que je viens d'évoquer. Donc, j'ai dit, premier lien, on emprunte pour compenser l'insuffisance des recettes fiscales. Deuxième lien, on paye des impôts pour rembourser les emprunts. Il y a un autre type de lien donc, qui constitue, à mon avis, un paradoxe, qui, comme tous les paradoxes, est un peu apparent. C'est que la facilité d'un emprunt, et donc la facilité de s'endetter, est en fin de compte dépendante de la qualité ou de l'efficacité du système fiscal d'un pays. C'est-à-dire de son aptitude à ce système à faire rentrer l'argent, pour parler un peu trivialement. Et donc, on est avec cette nouveauté, hein, avec un rôle de plus en plus important et nouveau hein, des agences de notation hein, que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, Moody's, Standard Poor's, Fitch, etc. Enfin, les trois premières sont vraiment les plus importantes, qui intervenaient autrefois uniquement, principalement pour évaluer les entreprises et leur capacité de remboursement, ou plutôt le risque de non-remboursement ou de défaut de paiement, comme on dit, en particulier pour les États, et qui interviennent maintenant pour évaluer les États. En fait, on est toujours, on revient à une formule bien connue, on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire que plus l'État a une bonne fiscalité, plus on va lui prêter. Donc il y a une sorte de paradoxe à prêter aux États qui ont un système fiscal efficace. Et on prêtera moins aux États qui ont du mal à faire rentrer l'argent. Donc, toujours sur cet aspect où la fiscalité est de plus en plus au cœur des débats, on est un peu, comme avant la Révolution française, dans une situation où l'État est contraint de faire de nouvelles dettes pour payer les anciennes. Ça rappelle une situation d'ancien régime. D'envisager d'augmenter les impôts de toute façon, hein, soit pour ne pas payer trop de dettes, soit pour rembourser les dettes, et enfin de diminuer les dépenses publiques et d'avoir un pays qui se dégrade. Vous vous souvenez, le débat il y a quelques années, quelques années, il n'y a pas si longtemps, hein, sur la vitesse sur les routes nationales, donc les routes d'État en France hexagonale, à 80 km/h. Donc le débat, oui, on diminue la vitesse, comme ça diminuera les risques, etc. Moi-même, je me disais, c'est certain qu'avec 0 km/h, il y aurait moins de morts sur les routes. Mais bon, 90, 80, 70, enfin, qu'importe. Mais un des enjeux en tout cas de cette diminution, c'était qu'effectivement on pouvait avoir une situation comme où on va diminuer la vitesse pour diminuer les accidents sur les routes, ou on peut avoir une situation comme dans certains pays, en particulier l'Allemagne, où on fait les travaux sur les routes pour avoir des routes où on peut circuler à des vitesses normales, avec des autoroutes non payantes. Et en fait, derrière tout ça, il y avait 40 milliards de dettes, enfin 40 milliards de travaux à faire pour restaurer les routes nationales, donc qui dépendent directement de l'État, restaurer les routes nationales en France hexagonale. Donc ces 40 milliards, on ne les avait pas, et donc on a diminué la vitesse sur les routes. Vous voyez un peu le, le cheminement auquel nous conduit cette problème de fiscalité, d'endettement, etc. Ça va relativement loin. Encore une fois, on retombe sur le début de cette introduction. La fiscalité est partout. Elle est vraiment partout. Alors tout ça, effectivement, j'évoque la France d'Ancien Régime et le passage à la Révolution. J'ai dit aussi un tout petit peu plus tôt que beaucoup de révolutions, ou certaines révolutions, avaient eu pour origine la fiscalité, en particulier l'inégalité face à l'impôt, mais aussi le volume purement et simplement de l'impôt. Tout ça, ça peut marcher, on peut faire des choses, on peut emprunter, etc. Et puis il y a un moment, comme en 1788, il y a une famine, et là, la France est bloquée, ça donne la révolution en 1789, ou une grosse épidémie, hein, comme en 2020, et ça perturbe le jeu. Bon, on verra un peu l'avenir. Bon, je m'égare. Revenons à la diapo. Juste avant, trois petits documents pour illustrer ce que je viens de dire. Il s'agit
de 2 courtes vidéos et d'une bande dessinée, qui évoquent à des périodes différentes, les impôts et le budget de l'État, ou on pourrait dire l'état du budget. Et certains thèmes donc dont on vient de parler et d'autres dont on parlera dans le cours. Il y a d'abord une petite vidéo de 2 minutes et quelques euh, qui met en scène, si on peut dire, François Fillon, qui était alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy, lors d'un déplacement que François Fillon effectue en septembre 2007 en Corse. Et donc vous imaginez le contexte, voilà, le développement, patati patata, contexte insulaire traditionnel, les aides de l'État, les aides de l'Europe, le retard de développement. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et alors, François Fillon, vous le verrez, a un discours assez net et franc, et surprenant, je dirais, pour l'époque ou même aujourd'hui, que vous écouterez, en fait, qui est intéressant et qui illustre un peu ce qu'on a dit sur l'état du budget. Et en particulier sur le fait que ben, on est en déficit chronique, et que ça fait pas du bien. Alors ce qui est assez intéressant, curieux, c'est que cette vidéo illustre bien, je pense, l'état d'esprit politique à l'époque, en 2007. Donc Nicolas Sarkozy est élu président de la République, il succède à Jacques Chirac, et on a cette impression à l'époque que ben, la France va être secouée. Effectivement, elle a été sans doute un peu secouée. Bim bam boum, on va voir ce qu'on va voir, etc. Et là, je crois que c'est un peu le contexte politique qui est important pour replacer cette vidéo de François Fillon. On est dans cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, les réformes qui ont été engagées à l'époque n'ont pas du tout donné les effets escomptés, en tout cas pas en termes de dépenses publiques. On a eu recours, comme sous le quinquennat précédent, massivement à l'emprunt. On a eu recours aussi massivement, comme sous le quinquennat précédent, à la vente de ce qu'on appelle dans le jargon journalistique les bijoux de famille, c'est-à-dire des propriétés de l'État, et notamment des participations dans des sociétés, etc. Pour payer, en fait, on vend en quelque sorte du capital pour payer des intérêts. Donc c'est pas toujours liquider le long terme pour satisfaire le court terme, c'est pas toujours une bonne chose. Et donc ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Deuxième petite vidéo très, très intéressante. Alors elle est un peu plus longue, hein, elle fait un peu plus de 15 minutes. Vous n'êtes pas forcé de tout regarder, mais il y a quelques éléments intéressants pour nous remettre dans le contexte pré-révolutionnaire, pré-révolution française et Révolution française. C'est-à-dire qu'on a, comme l'illustre là aussi cette vidéo qui s'appelle French Revolution Oversimplified. Là, j'ai pris la première partie. La deuxième partie est intéressante, mais elle nous intéresse moins pour la fiscalité. Vous verrez quelques éléments hein, sur la fiscalité. Alors, plusieurs éléments qu'on connaît, que vous connaissez, que vous avez vus déjà au lycée en particulier, j'imagine, ou que vous savez en tout cas, qui illustre cet aspect de fiscalité, donc la charge fiscale mal répartie, avec les trois ordres, hein, le clergé, la noblesse et le tiers-état, des événements qui vont compromettre le train-train du budget fait en fait d'emprunts et de dettes, et on emprunte pour rembourser la dette, hein, c'est un peu ce que je disais dans la slide précédente. Et donc là, il y a aussi ça. Des événements aussi imprévus qui arrivent, et notamment une famine en 1788 qui complique un peu le jeu. La Révolution française qui se greffe là-dessus, dont les impôts sont sans doute un des détonateurs importants. Et ensuite, les débuts de la Révolution française, et notamment le vote de l'impôt, en tout cas le pouvoir conféré aux représentants du peuple à travers l'Assemblée nationale. Donc voilà un certain thèmes qui sont intéressants. Je vous engage à regarder ça. On regardera ça ensemble si vous voulez.
Troisième aspect, document que je mettrai sur la plateforme, mais que je ne sais pas quand, heu, qui est une bande dessinée qui s'appelle «Pourquoi on paye des impôts». Elle date de 2008 et elle a pour, alors je l'ai trouvée sur le site, Performance publique, budget.louv.fr, dans une page, archivée ou quasiment archivée, enfin qui n'est pas très, très active. C'est un document qui a été élaboré, avec, à la demande et avec le concours du service de communication du ministère, du Budget, en 2008 et qui est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment, de regarder, ce document en préalable à notre cours ou quand vous aurez un moment, pendant le cours, enfin lors du déroulement du cours. Et en particulier, bon, c'est sous forme imagée, hein, mais il y a vraiment, des thèmes très, très intéressants, à quoi sert le budget, l'argent de l'État, que fait l'État, ses principales missions, les autres missions. Ça, c'est très important. D'où vient l'argent de l'État? Donc là, on est au cœur de notre sujet, heu, sur, la fiscalité, notamment des entreprises, donc l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et cetera. Autre aspect, comment se prépare le budget de l'État? Alors là, c'est plus un aspect finances publiques, qui n'est pas de la fiscalité à proprement parler, c'est la mécanique de préparation du budget de l'État et donc en partie de la fiscalité, mais le budget de l'État est un peu plus large. Il comprend, non seulement les recettes qui ne sont pas toutes des recettes liées aux impôts, il comprend aussi la partie dépenses, hein, et donc bon, c'est un peu ça influence la fiscalité, hein, le budget de l'État, mais ça n'est pas toute la fiscalité. Un truc sur le rôle des parlementaires, ça c'est important aussi en matière de fiscalité. Et puis ça se termine, ou à la fin, vers la fin, on a une petite page sur la dette. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'aime bien les bandes dessinées, donc je suis un bon public en général pour ça. Vous verrez que les chiffres datent naturellement de 2008. Ce sera un bon exercice pour vous de mettre les chiffres actuels et d'actualiser un peu à la marge, hein, le document, parce qu'il y a certains impôts qui ont évolué, voire changé de nom, disparu. D'autres impôts ont été créés. Bon, ce qui est intéressant, du moins, ça nous renvoie à une époque différente, en tout cas une époque où j'avais des cheveux, enfin non, je déconne, je veux dire une époque où la dette de l'État, en fait, n'était que de 1000 milliards d'euros. Donc là, on a bien sûr dépassé là et largement les 2000 milliards d'euros. Et donc, vous voyez que je reviens à ma vidéo de François Fillon au tout début. Vous voyez qu'entre les intentions en 2007, hein, la vidéo date de 2007, le document, la bande dessinée date de 2008, les idées en 2007, 1000 milliards d'euros, c'est insoutenable. Il faut faire quelque chose. Et puis, la réalité, c'est passé des choses. Ou peut-être pas grand-chose d'ailleurs.